Michel Lenoble, je suis très heureux de vous revoir, même si ce sont ces conditions un peu particulières des Zooms et des vidéoconférences auxquelles je pense vous êtes familier aussi dans vos cours, dans les cours que vous donnez. Alors, l'occasion de nous rencontrer est la parution en ligne pour le moment, mais bientôt sous forme imprimée, par le Conseil international de la langue française d'un et là, je m'aperçois que la Voilà. caméra Ah oui, fait vous voyez, mais elle, disparaître de elle temps parle en toute. temps. Voilà. Oui, elle Voilà, parle toute voilà. seule. Donc, nous savons que la caméra va disparaître de temps en temps et on sait qu'on conserve le son. Donc voilà, là maintenant vous êtes. Donc, le Conseil international de la langue française a publié une brochure que vous consacrez à trois grammairiens, les trois grammairiens de référence, dont deux d'entre eux, Joseph Hans et André Gauss, ont été vos professeurs et auxquels d'ailleurs vous avez succédé pour une grande part de leurs livres, de leur parution et de l'actualisation de leur travail. Il y a en quelque sorte une lignée, que l'on pourrait dire, une lignée belge de la grammaire française, depuis Maurice Grévis, le patriarche, je dirais, en passant par André Gauss, Joseph Hans, et puis vous-même. Alors, première, si vous voulez, on va aborder chacun d'entre eux à la suite l'un de l'autre, comme dans votre brochure. Le premier d'entre eux, évidemment, Maurice Grévis. Et là, j'aimerais que vous commenciez par nous raconter sous quelle forme se présentait le manuscrit premier du bon usage. Oui, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Maurice Grevis avait comme formation d'être instituteur et c'était quelqu'un de très propre, de très méticuleux. Et donc, il a, et sa première idée était de mettre à jour une grammaire française qui était vieillotte, qui était démodée. Mais il a tellement travaillé que l'ouvrage a tout de suite dépassé les 700 pages. Parce qu'en fait, il ne s'est pas contenté de recopier les grammaires précédentes, mais il s'est dit, quel est l'usage aujourd'hui? Comment les écrivains utilisent-ils la langue? Et il s'est mis à faire des fiches avec des attestations d'écrivains. Ce qui l'intéressait, c'était le fonctionnement de la langue. Par exemple, tout que s'emploie-t-il plus un indicatif ou plus un subjonctif? Alors, pour vraiment capter les, les nuances grammaticales, il a pris l'habitude de lire le livre à l'envers. Au départ, beaucoup de romans. Donc, les romans, pour Oui, et annoter. surtout aussi des ouvrages, des écrivains comme Duhamel, qui étaient à la mode à son époque. Alors, s'il y avait 12 chapitres, il lisait d'abord le 10e, puis le 11e, puis le 10e pour arriver au premier. Donc, en fait, l'histoire était totalement décousue, mais il avait pu relever, faire des fiches avec tout que plus indicatif ou plus subjonctif. En fait, il ne voulait pas se laisser distraire par l'histoire qu'il lisait et s'intéresser uniquement à la formulation linguistique et langagière du texte. Exactement. Et donc, une fois qu'il a eu rassemblé beaucoup de matériaux, il a donc rédigé ce bon usage qui fait référence en fait à Vaugelas. Alors, Hein? Donc, Qui est Vaugelas? Donc, c'est un linguiste du oui, XVIIe siècle. ah oui. Donc, les remarques de Vaugelas, hein, pour bien écrire, euh, il y a la notion de bon usage, mais sous Vaugelas, elle apparaît en deux temps. Il y a le bon usage et le bel usage. Donc, en fait, c'est l'usage, pour la langue orale, c'est l'usage de la cour, c'est l'usage du roi et des nobles, des aristocrates, des privilégiés qui vivent autour du roi. Et la langue écrite, c'est l'usage des auteurs du temps. Maurice Grevis, de cette définition du bon et du bel usage, ne gardera surtout que la notion de bon usage. Avec lui, une référence supplémentaire qui est le dictionnaire de l'Académie française.
Et donc, il rédige son œuvre, sa grammaire, mais il ne supporte pas les ratures. Il ne supporte pas de devoir changer en biffant dans son manuscrit. Et j'ai vu chez son fils, le docteur Grevis, à Marchand-Famenne, j'ai vu l'œuvre originale. Ces 700 pages sont écrites au crayon. Donc, Maurice Grevis a acheté du bon papier parce que quand il se trompait ou quand il voulait changer, il employait un crayon et il employait une bonne gomme. Donc, il fallait que le papier résiste quand on gomme une fois, deux fois, trois fois. Alors, ce qui est assez spectaculaire aussi, je crois, je me suis laissé dire et je l'ai lu dans votre essai, c'est que d'une certaine manière, le manuscrit au crayon et tel que vous le décrivez était aussi prêt à être composé, puisque les italiques s'écrivaient, les majuscules, les reports de paragraphes, c'était manuscritement le travail tel qu'il apparaîtra. Oui, mais avec des procédés typographiques qui n'existaient pas à l'époque, puisque c'était une machine à écrire. Les machines à écrire recevaient normalement les imprimeurs. Mais ici, Grevis a mis, par exemple, les accents sur les majuscules et sur les capitales. Et donc, quand le manuscrit a été proposé à plusieurs éditeurs, ils ont refusé en disant une grammaire de 700 pages, mais qui va être intéressé par cela? Donc, c'était non. Et puis, par aussi la difficulté de l'impression. Donc, finalement, le père Jules Duculot, à Jean Blou, a accepté de faire l'édition parce qu'il y a été poussé par un professeur de l'université de Liège qui lui a vivement conseillé de publier ce travail. Mais le Jules Duculot a dû faire une matrice pour avoir notamment les accents sur les majuscules. Donc, en 1936, c'était vraiment de l'avant-garde. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, qu'on revienne un petit peu en arrière à la formation de Maurice Grevis, parce que j'étais très, en même temps, touché et très impressionné par le fait qu'il n'était certainement pas destiné à devenir un intellectuel. Et c'est son instituteur qui, ayant repéré le petit Maurice Grevis, un peu comme l'instituteur d'Albert Camus, qui repère Albert Camus, a recommandé à son père, qui était maréchal Ferrand, de poursuivre ses études. Il est devenu instituteur. Et alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait ses études de philologie classique seul en faisant un doctorat, en travaillant comme instituteur. C'est assez exceptionnel pour le souligner. Il y a une magnifique anecdote. Le père de Maurice Grevis avait donc deux filles et le petit Maurice. Et il y avait une forge, il était maréchal Ferrand, et le vêtement emblématique du maréchal Ferrand, c'est un gros tablier de cuir. Et l'enfant n'avait pas fini l'école primaire, l'école fondamentale. Son papa lui offre comme cadeau d'anniversaire ce fameux tablier de cuir qui était un magnifique cadeau, évidemment, mais aussi avec tout le symbole, je te confie déjà la forge. Et donc, l'enfant était vraiment destiné à reprendre la forge de son père. Et puis, l'instituteur, monsieur Jules Forêt, bon, à l'époque, on avait les 6 années dans l'école, hein, toutes les classes, a vu que le petit Maurice se débrouillait bien. Et puis, un dimanche, il a mis son beau costume et il est allé trouver le papa de Maurice en lui disant que ce serait quand même une bonne idée de lui permettre de poursuivre les études secondaires, mais évidemment à Rulle, qui est une petite localité de Gaume, parce qu'il y a un fleuve, une rivière plutôt, qui s'appelle la Rulle, qui coule dans cette localité, mais il fallait donc aller ailleurs. Et eh bien, le papa a accepté. Donc, Maurice est parti faire le secondaire, nous l'avons dit instituteur, et puis il a fait le régendat. Et puis, tout en travaillant, notamment à l'église, notamment aussi un peu comme
précepteur dans des familles. Il continuait toujours à chercher ses exemples, à lire ses romans à l'envers. Et puis, il y avait le problème aussi des étymologies auxquelles il est très sensible et qui, pour la langue française, sont importantes. Et donc, il s'est inscrit à l'université de Liège, où il a fait, sans assister aux cours, les études de philologie classique. Donc, il faut dire, donc, il faisait les études de philologie classique, il donnait des leçons et il travaillait au bon usage. Alors, c'est évidemment un parcours remarquable. Le parcours de sa vie, de la vie de Maurice Grévy, et de cette passion et de ce travail acharné pour son bon usage, donc on n'appelle plus le bon usage, mais on dit le Grevis maintenant, tellement il est attaché à son nom. Alors, j'aimerais aussi qu'à chaque fois qu'on évoque un des trois Gamériens, qu'on vous évoque aussi et qu'on évoque aussi votre filiation à vous. C'est la famille Grévy qui vous a demandé, après le décès de Maurice Grévy, de reprendre en quelque sorte les mises à jour des éditions. Il y en a eu 10 éditions mises à jour par Maurice Grévy, et puis vous avez pris la relève pour Attention, il y a deux choses. Maurice Grévy a deux œuvres principales, le bon usage. Et donc, le bon usage a été repris par André Gauss. Oui. André Gauss, en fait, a fait ses études de philologie romane à l'université de Liège, et sur les bancs de l'université, il a rencontré Marie-Thérèse Grévy, une des filles de Maurice Grévy. Voilà. Et donc, ils se sont mariés et les échanges furent évidemment très nombreux entre André Gauss et Maurice Grévy. Et à l'occasion d'une visite de Bernard Pivot à Bruxelles, avenue Bruckmann, où habitait à ce moment-là Maurice Grévy, Bernard Pivot a lancé presque un défi à Maurice Grévy en disant « Et alors, quand vous ne serez plus là, le bon usage ?» Et Maurice Grévy n'a pas du tout été décontenancé. Très calmement, il lui a dit « Eh bien, mon dauphin, c'est mon gendre, André Gauss. » Mais donc, c'est déjà une tâche immense. Et quand Maurice Grévy est mort en 1980, l'avenir du bon usage était assuré et bien assuré. Et c'est le français correct. Voilà. Et c'est le français correct, oui. Il restait le français correct. Le français correct qui vous a été à ce moment-là confié en quelque sorte par la famille Grévy après le décès de celui-ci. Là, je vois que nous avons été coupés, qu'il y a une... Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, nous avons été interrompus par les caprices de l'Internet. Alors, nous étions en train de parler de la deuxième œuvre de Maurice Grévy, qui est le français correct, et en particulier du fait que la famille Grévy vous a demandé de reprendre les versions à venir du français correct. Et vous avez mis à jour et vous avez fait une révision systématique de ce français correct avec plus de 1326 articles, si j'ai bien lu, qui ont été revus par vous. Alors, comment est-ce que vous, Michel Lenoble, vous travaillez dans cette matière dont vous avez hérité? Mais oui, André Gauss avait déjà accepté le bon usage et il avait suffisamment de travail. Et je crois que c'est lui qui a dû suggérer au docteur Grévy de dire, écoutez, si vous voulez une deuxième main, prenez Michel Lenoble. Et donc le docteur Grévy, à Marchand-Famenne, m'a invité un dimanche dans une très jolie maison donc, où il habitait. C'est là que j'ai vu le bon usage original et il m'a demandé si je voulais bien faire la succession. Le français correct a comme particularité d'avoir la moitié de grammaire. Donc là, mes éditions se fondent intégralement sur le bon usage, mais
en résumé, quand il y a 40 pages sur l'accord des participes passés, je ne peux en mettre que 6 ou 7 sur l'accord des participes passés. Donc, pour la grammaire, c'est facile, il y a le bon usage sur lequel je m'appuie totalement. Mais il y a donc plus de 200 pages sur le vocabulaire. Parce que la Libre Belgique avait demandé à Maurice Grevis d'être un correspondant pour les lecteurs. Et tous les 15 jours, Grevis faisait dans la Libre Belgique un article de langue. Les questions étaient plutôt lexicales que grammaticales. Et il avait synthétisé ses réponses dans le français correct. Donc, la partie du lexical, qui est une partie classée par ordre alphabétique, là, j'étais libre, entre guillemets, de la mettre à jour. Parce que la famille m'a dit, pour la première édition, vous devez conserver tous les numéros, mais enlever la poussière. Si Maurice Grevis disait, cet emploi est rarissime, et puis moi, dans l'usage, je le constatais fréquent, je pouvais changer, il devient plus fréquent. Et inversement, bien sûr. Hein. Donc, ce travail m'a passionnée. J'ai absolument adoré. Et j'ai travaillé aussi, comme Grevis, en me fondant essentiellement sur le dictionnaire de l'Académie française, mais bien sûr aussi avec le petit Robert, qui permettait parfois de compléter. J'ai aussi introduit pas mal d'anglicismes, parce qu'il y avait quand même une sorte, le mot invasion est exagéré, d'anglicisme. On parle d'invasion, mais les anglicismes dans la langue française ne sont pas si nombreux. 2 à 3% du vocabulaire courant, mais ils donnent l'impression d'invasion parce qu'ils sont très, très fréquents. On les répète tout le temps. Car wash, showroom, business, les mots reviennent tout le temps. Donc, l'invasion, l'impression d'invasion vient de la fréquence et non pas du nombre. Mais donc, j'en ai quand même introduit pas mal et c'est une activité qui m'a énormément plu. J'imagine. Alors, on va revenir à vous et à vos successions respectives dans le domaine de la grammaire, mais en abordant peut-être maintenant la figure de Joseph Hans, avant de revenir ensuite à André Gauss. Comme ça, nous suivons un peu la chronologie de la brochure que vous publiez. Alors, Joseph Hans est aussi un personnage particulièrement attachant et la manière dont vous parlez des cours qu'il donnait, des séminaires qu'il donnait, donne vraiment envie de monter dans une machine à remonter le temps et de se retrouver dans les auditoires à l'écouter. Alors, comment le décririez-vous et comment décririez-vous l'attachement que vous lui portez? Mais Monsieur Hans était un homme d'abord très humain, à l'écoute des étudiants, mais aussi avec un caractère très fort. Si par exemple vous l'ennuyez, il le montrait, soit par un geste, un signe de tête, ça suffit. Et il avait aussi une voix un peu caillouteuse, un peu particulière. Donc, il était né à Floreffe et il a jusqu'à la fin de sa vie, il a adoré retourner sur sa terre natale, très attaché à son pays et à sa région. Alors, moi, j'ai eu la chance de l'avoir pour 2 cours. À l'époque, en philologie romane, la langue et la littérature n'étaient pas séparées comme elles le sont maintenant. Donc, il avait un cours sur la valeur modale du subjonctif, un cours qui m'a énormément marqué. Et donc, ce cours, 30 heures année, nous avons passé les 30 heures sur la valeur modale du subjonctif. Nous n'avons pas eu le temps d'arriver aux 4 temps du subjonctif. On est resté sur le mot subjonctif pendant 30 heures. Joseph Hans disait, et vous le rappelez, qu'il était prêt à se jeter à l'eau pour le subjonctif, pour sauver le subjonctif. Alors, ça montre bien, je trouve, la personnalité à la fois attachante et obstinée de cet homme. Oui, et vous voyez, et ça me poursuit parce que j'ai commencé tout à l'heure avec tout que comme exemple, et tout que est un de ces cas où je peux
évoqué la différence entre l'indicatif qui est le mode de la réalité, de ce qu'il est, tout malade qu'il est, il est malade, et tout malade qu'il soit, le mode du doute, de l'hésitation, et que en délibération à peu près chaque année à Saint-Louis, j'entendais employer les deux modes avec deux professeurs différents et deux certificats médicaux. Un certificat réel, tout malade qu'il est, cet étudiant a remis tel travail, et tout malade qu'il soit, on ne peut pas aller contre le certificat médical, mais il était peut-être de complaisance. Voilà, donc, comme quoi la langue nous révèle, y compris dans les finesses du subjonctif. Alors, Joseph Hans est attaché, comme vous l'avez dit, et par son enseignement à la langue et à la littérature. En ce qui concerne la langue, c'est son dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques, un projet annoncé en 1933. Donc, Joseph Hans a 31 ans. Donc, il faut dire aussi que ce sont des vocations qui viennent très, très jeunes et avec beaucoup de passion chez Grevis, chez Gauss et chez Joseph Hans. Alors, dictionnaire des difficultés grammaticales et lexicologiques, projet annoncé en 1933 et il paraît en 1949 et c'est un succès international. On peut dire que peut-être que c'est l'entrée dans la francophonie de ce qu'est la vocation grammairienne des grands Belges comme Gauss, Hans et Grevis. Monsieur Hans voulait être proche des locuteurs, des scripteurs, et donc il a eu une idée géniale. Il a mis par ordre alphabétique le vocabulaire et la grammaire. Donc, par exemple, accord du verbe, vous cherchez ça à verbe. Indépendamment de tous les mots, faut-il dire de nouveau ou à nouveau, amnistie, armistice, hein, homonyme, paronyme, tout ça s'y trouve. Et aussi, il a réussi à intégrer la grammaire. Et donc, la manipulation de ce dictionnaire est vraiment très facile et très rapide. Et dans un dictionnaire de ce type, on ne va évidemment pas aussi loin que dans le bon usage. Mais l'avantage est d'avoir une réponse tout de suite. C'était le souci de Joseph Hans, c'était de donner voilà, une réponse immédiate et utilisable à tous ceux qui se posaient des questions au moment d'écrire ou Exactement. Et Alors, donc, là aussi, il m'a fortement influencé parce que il y a 4 ans, j'ai enseigné à la faculté de droit et j'ai fait un dictionnaire lexical et grammatical. J'ai mis, surtout pour les juristes qui ont oublié même les notions de préposition, adverbe, ils ne savent plus du tout ce que ça veut dire. Donc, je me suis dit, si je mets un chapitre locution conjonctive, personne n'ira le voir. Et donc, je me suis dit, tout que, mais je vais le mettre à la lettre T. Donc, j'ai fait un dictionnaire qui s'appelle Dire et écrire le droit en français correct. Donc, vous voyez, il y a l'idée de Grevis du français correct, il y a l'idée de Hans de mettre les difficultés par ordre alphabétique. Et surtout pour des juristes, il ne faut pas non plus aller aussi profondément que le bon usage. Donc, finalement, inconsciemment sans doute, mais je fais un peu la synthèse de tous ces grands maîtres et de tout ce qu'ils m'ont apporté. C'est passionnant, c'est vraiment magnifique. alors, en ce qui concerne Joseph Hans et vous et votre travail avec lui et cette filiation que l'on retrouve finalement à partir des trois grammairiens que nous évoquons, il crée le CILF, le Comité ou Conseil international de la langue française, dans lequel il vous introduit, il vous propose, et là, ça va orienter aussi radicalement une des orientations de votre vie professionnelle. Oui, donc le Conseil international de la langue française est fondé par M. Hans et aussi par Alain Guillermou à Paris.
avec une idée de francophonie, de mettre des représentants de tous les pays francophones. Le Québec, par exemple, va occuper une large place, la Suisse romande et aussi tous les pays d'Afrique. Nous avions à ce moment-là un professeur de Louvain, Willy Ball, qui était très précieux. Mais aussi pour montrer que ce SILF était actif, donc il n'y avait qu'une femme, Jacqueline Pitoche, et tout d'un coup, en 1986, il m'a fait venir et il m'a proposé, j'ai été élue, mais avec une idée particulière, c'est de faire un relevé des belgicismes, des particularités lexicales de Belgique. Et là, les 7 membres du SILF de l'époque, le hasard fait bien les choses, couvraient toutes les régions de Belgique. Il y avait Willy Ball pour la région de Charleroi, il y avait Joseph Hans pour Floref, Monsieur Warnant pour la région de Liège, André Gauss pour Oufalise, moi-même pour la province de Luxembourg, mais plus dans le sud, Saint-Hubert, Libramont. Est-ce que j'ai encore oublié? Ah oui, Albert d'Opagne aussi, pour la région de Huy. Et donc, nous couvrions magnifiquement cette Belgique. Et le travail a commencé avant que je n'arrive au SILF. Ils se réunissaient le vendredi dans un magnifique salon de notre Académie royale de langue et de littérature, avec parce que nous parlons ici uniquement de Belges en plus. Hein. Oui, à Bruxelles, avec une humilité incroyable. Hein. Joseph Hans était le président et il prenait note de tout. Et donc, mais il a senti qu'il n'arriverait peut-être pas au bout. Et j'étais la gamine dans le groupe, hein, la plus jeune. Et il m'avait dit, si je n'arrive pas au bout, Michel, est-ce que vous voulez bien vous charger de la publication? Et c'est ce qui s'est passé à un an près. Mais le manuscrit était clos. Et donc, j'avais le manuscrit, mais un chef-d'œuvre de rature, d'ajout, de suppression. Et donc, je l'ai donné chez De Book. Et j'ai corrigé les épreuves, bien sûr. L'ouvrage est sorti en 1994 et je suis heureuse, mais voilà, je suis la seule qui reste, mais de dire que cet ouvrage connaît une deuxième vie depuis le mois de mars de cette année. Donc, le projet du président Macron, qui était de faire le dictionnaire des francophones, DDF. Monsieur Macron a dit, bon, nous avons pour le français normé et classique le dictionnaire de l'Académie. Mais dans les pays de la francophonie, il y a, surtout sur le plan lexical, des appellations intéressantes. Ce serait bien qu'on les réunisse. Et il a donc lancé en 2018 le projet du DDF. Et monsieur Cerculini m'a touchée en disant, qu'est-ce que vous pourriez faire pour la Belgique? Et donc, j'ai proposé notre répertoire du SILF. Il compte 1750 régionalismes lexicaux. Et évidemment, ça, c'était sur du papier. Il a fallu le numériser, mais c'est fait. Ouais. Et le DDF a été lancé vers le 10 mars dernier. Monsieur Cerculini l'a lancé, il a fait une petite dictée des francophones, il avait mis dedans 31 particularités de la francophonie, j'ai fait la dictée, j'ai compté, et il y avait 8 belgicismes qui se trouvent dans notre dictionnaire, je l'ai vérifié. Donc tout ça est en ligne, et cet ouvrage connaît maintenant une deuxième vie. Ah, c'est formidable. Alors, vous parlez de dictée et de littérature. Là, on revient un peu à Joseph Hans et à sa double casquette
littéraire et linguistique. Mais là, peut-être, parce que nous n'avons pas le temps d'aborder l'ensemble, peut-être parler des dictées, des championnats d'orthographe, pardon, et puis de ces dictées dont vous publiez maintenant sous forme de volume, écrire sans faute, qui permettent finalement, et c'est la formule que vous utilisez, de créer à travers une démarche linguistique et grammaticale et orthographique, de créer finalement une sorte d'anthologie de la littérature belge. Oui. Donc, Albert d'Opagne, Joseph Hans et Madame Lydie Reutings, en 1971, il y a juste 50 ans, ont l'idée d'organiser une dictée, non pas des dictées à la pivot, non pas pleines de choses trappes, mais au contraire, pour que celui qui l'a fait correctement soit valorisé. Et ce sont les championnats nationaux d'orthographe qui sont hébergés par la CGER, qui deviendra Fortis. Et en 1971, je n'étais pas là, mais quelques années après, je suis devenue correctrice. Très, très fidèle, je corrigeais. Et là aussi, Joseph Hans, quand il a senti qu'il n'était plus très bien, là, ça ne pourrait plus se faire sans doute aujourd'hui. Il m'a carrément désigné en disant, voilà, je confie les championnats d'orthographe à Michel Lenoble. Donc, c'était en 1991. Monsieur Hans est décédé en 1992. Et depuis 1991, je préside les championnats d'orthographe et cette année, nous allons fêter 50 ans. Ces championnats d'orthographe ont donc deux particularités. Les dictées sont des dictées de fin de secondaire parce que les textes ne sont pas fabriqués. Ils sont empruntés tels quels à des écrivains belges, à la littérature française de Belgique. Et nous ne changeons pas un seul mot au texte que nous empruntons. Il est tel quel. Et je vous assure que pour trouver un texte avec un adjectif de couleur et un participe passé, il faut déjà parfois bien chercher. Donc, Monsieur d'Opagne avait publié 2 recueils avec les dictées. Et moi, j'ai aussi, sur la piste de Monsieur d'Opagne, j'ai continué à publier ces dictées et j'ai déjà fait 3 ouvrages, Écrire sans faute. Donc, on a chaque fois la dictée, environ une page sur l'écrivain, les grandes lignes de sa vie, ses œuvres principales. Quand je les ai lues, je mets parfois une ligne de commentaire. Et puis, la dictée en ancienne orthographe, tout le reste est en nouvelle orthographe. Et les commentaires, je fais des commentaires lexicaux, grammaticaux et culturels. Parce que quand on parle de l'art mosant, bon, tout le monde ne sait pas qu'il s'agit nécessairement de la Meuse. Hein. Si Bernard Tirtiot évoque Istanbul, Constantinople, Byzance, il faut peut-être utile de répéter qu'il s'agit de la même ville. Donc, ces recueils de dictées sont bien sûr pour l'orthographe, mais aussi pour la littérature française de Belgique. Je sais qu'il y a des difficultés d'appellation, mais... Votre formule, c'est littérature française de Belgique. Littérature française de Belgique. Moi, je pense que c'est la meilleure. Très bien. Alors, on arrive au terme de cet entretien, mais d'ores et déjà, je recommande à tous ceux qui nous écoutent d'aller lire non seulement la brochure, les 40 pages que vous publiez sur les 3 grammairiens, mais également tous les livres que nous évoquons, parce que ce sont des dictionnaires finalement qui ont cette faculté qu'ont certains dictionnaires, c'est d'être des entrées dans lesquelles on sort difficilement et dans lesquelles on commence, on va faire une recherche et puis finalement, on lit une dizaine, une vingtaine de pages, tellement la curiosité est piquée et la manière de traiter les sujets parfois un peu arides
est faite de manière tellement fluide, tellement agréable à lire. Alors, troisième des trois grammairiens que vous évoquez, André Gauss, on en a déjà parlé. Peut-être qu'on pourrait évoquer ici, puisqu'on a parlé de Maurice Grévis, de la succession qui a été attribuée à André Gauss par Maurice Grévis lui-même de poursuivre le bon usage. Il était responsable de 5 éditions, dont la dernière est de 2016. Alors, son principe, son mode de fonctionnement par rapport à ce dictionnaire, comme celui de Grévis, est non pas de décréter, de juger ou de condamner, mais observer, décrire et expliquer. Alors, quelques mots peut-être sur cette manière-là de travailler. Oui, donc, il se fonde sur les auteurs du temps. C'était Vaugelas, c'était Grévis, mais M. Gauss a véritablement élargi. Il ne s'agit plus seulement de prendre la littérature. Donc, il a pris des historiens, des philosophes, des hommes politiques et de guerre. Le général de Gaulle a fourni un nombre d'attestations très, très élevé. Il a pris aussi du langage semi-parlé, par exemple, les dialogues de films. Il a pris aussi de temps en temps la presse, les journalistes. Donc, il a élargi et montré que finalement, il n'y a pas seulement le bon usage, on pourra dire qu'il y a des bons usages selon le milieu où on se trouve et je crois surtout selon la personne à qui on s'adresse. On peut désirer parler correctement, mais il y a des registres de langue et toutes ces nuances, tous ces aspects de l'usage se trouvent maintenant dans la 16e édition. Donc, il a affiné la démarche de Grévis et il l'a élargi considérablement. Donc, vous avez évoqué cette formule qu'il utilisait, l'usage a toujours raison, même quand il a tort. Alors, c'est peut-être, dans une manière très lapidaire, la manière de valoriser pour lui, la nécessité de valoriser pour lui, l'usage qui prévaut finalement sur des règles qui nous en... Oui, il y a une formule dans la dernière édition, c'est l'emploi du subjonctif après que, bon, avant qu'il ne soit trop tard, avant que plus subjonctif, mais après que, il s'agit d'un fait passé, donc il s'agit d'un fait réel, donc c'est un indicatif. Or, tous les jours, nous entendons après qu'il soit venu. Oui. Or, écoutez la chanson, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Les chanteurs connaissent la langue. Donc, eh bien, si on prend l'article après que, dans la 16e édition du bon usage, on constate, Monsieur Gauss termine l'article en donnant bien sûr des exemples malheureux avec le subjonctif, et il termine en disant « Je crois que cette évolution est irréversible ». Alors, à propos d'André Gauss et de vous-même, à nouveau, comme ça on fait le lien, il a également, comme Maurice Grévis l'avait fait, publié régulièrement dans le quotidien La Libre Belgique une série d'articles, de chroniques qu'il intitulait Façon de parler. Et vous avez coordonné l'édition aux éditions Le Cri de toutes ces chroniques sous le titre Façon belge de parler. Alors, en deux mots, ce livre qu'on peut encore trouver, je crois, en deux mots, qu'en est-il? On parlera un petit peu de la nouvelle orthographe ensuite, mais brièvement. André Gauss, en fait, a pris la succession de Grévis dans La Libre Belgique, une chronique tous les 15 jours, une chronique plutôt lexicale, mais avec de plus en plus de particularités belges. Seulement, tout ça est mélangé, parce que d'une chronique à l'autre, en note, il répondait à une autre chronique. C'était vraiment tout mélangé. Et finalement perdu parce que personne ne garde ces morceaux entièrement.
Et donc, Christian Delcourt de l'Université de Liège, qui faisait aussi partie du SILF, et moi-même, nous avons pris le taureau par les cornes et nous avons proposé à M. Gauss de faire une sélection. Nous n'allions pas prendre la grammaire puisqu'elle est dans le bon usage, nous n'allions pas prendre le vocabulaire puisque je m'en occupais, et nous avons pris les belgicismes et les particularités. Et il y en a tellement que nous avons fait un ouvrage publié au CRI et dans notre académie, Les façons belges de parler, une mine, une recherche approfondie, méticuleuse, incroyable. La façon dont M. Gauss a travaillé pour ces parties-là sont inouïes. Il allait jusqu'à vérifier l'année de l'édition du livre qu'il consultait. Il allait faire des recherches pour voir si un personnage était né dans la ville où il se trouvait. Donc, un travail colossal, immense, et je pense, là aussi, Christian Delcourt, malheureusement, n'est plus des nôtres, mais je suis vraiment heureuse que ce travail existe sous forme de livre et qu'il est à portée de tous ceux qui le souhaitent, parce que sinon, c'était vraiment disparu dans les pages du journal, d'autant plus que le papier est mauvais et que c'est éparpillé. N'oublions pas aussi que toutes ces recherches, tout ce travail, que ce soit celui de Maurice Grevis, de Joseph Hans ou d'André Gauss, ou de vous-même aussi au début de votre carrière, tout cela se faisait sans les moteurs de recherche, sans Google, sans tous ces outils informatiques qui aujourd'hui nous semblent tellement faciliter les travaux de recherche qu'on n'imagine plus. Et c'est pour ça que j'étais content que vous parliez du crayon et du papier de Maurice Grevis. Nous font un peu oublier la manière dont nos anciens, nos prédécesseurs ont travaillé. Alors, peut-être un dernier mot, mais pour clôturer, et peut-être en lien aussi avec les outils informatiques sur la réforme de l'orthographe, puisque là, vous êtes aussi en charge de l'application de la nouvelle orthographe et notamment des outils informatiques nouveaux qui nous permettent de faire une sorte de traduction de l'ancien vers le nouvel orthographe. Quelques mots à ce propos. Oui. Eh bien, donc, Monsieur Rocard a eu l'idée de réunir, à la demande des instituteurs, tout un groupe de chercheurs. Monsieur Gauss était le seul étranger. Mais c'est un étranger qui s'est imposé parce qu'on l'a tout de suite appelé l'âme de la réforme. C'est lui qui a proposé des projets pour non pas simplifier l'orthographe. Il ne s'agit pas de simplifier l'orthographe, il s'agit de la rationaliser. Est-ce qu'on peut trouver des règles qui rassemblent un certain nombre d'exceptions et qui rendraient les choses plus claires? Par exemple, vous donnez un seul exemple, le pluriel des noms composés. Un porte-navire, avion, un porte-avions, voilà, un porte-avions, un couvre-lit, un cache-pot, un porte-cigarette. Bon, l'élément verbal est toujours invariable, mais le nom, un casse-noisette, on casse une noisette à la fois, mais on ne jette pas l'appareil après chaque noisette. Donc, vous voyez, alors, ou bien on apprend la deuxième partie par cœur, ou bien l'académie et M. Gauss et le groupe, le comité des experts, ont dit quand l'objet, il n'y en a qu'un, un casse-noisette, noisette est au singulier, et quand il y en a plusieurs, noisette est au pluriel. Voilà une des règles que mes étudiants, même ceux qui étaient contre la nouvelle orthographe, ont tous adoptées. Donc, le bon sens, la rationalisation, la réflexion dans ce groupe d'experts a été mise en grande partie par André Gauss. Et donc, il a aidé les Belges à accepter cette réforme et à l'employer. Alors moi, M. Gauss n'est plus là, mais je pourrais lui montrer. Je corrige pour le moment des travaux parallèles de magistrats. J'en ai corrigé 2 qui publient un roman, un essai, etc. Ils me demandent de relire pour la langue. Ces magistrats sont contre la nouvelle orthographe.
hier, dans une page, je lui ai fait remarquer, il y avait 5 graphies nouvelles. C'est-à-dire que M. Gauss a raison. Ce qu'il a admis comme nouvelle orthographe correspond entièrement à l'évolution naturelle de la langue. Et même les partisans de l'ancienne évoluent dans ce sens-là. Notamment la disparition de l'accent circonflexe sur le « i » dans « il connaît »,« il paraît »,« paraître ». Eh bien, des personnes de 60 ans, magistrats, ne mettent plus l'accent circonflexe. Très bien. Eh bien, c'est sur cette actualisation de l'orthographe que nous allons clôturer cet entretien, dont je vous remercie déjà d'avoir consacré tout ce temps, et j'indiquerai sur notre site toutes les références des livres que nous avons évoqués, en particulier évidemment de la dernière parution sous votre nom, une évocation de ces 3 grammairiens dont nous redécouvrirons avec tellement d'intérêt et les livres et aussi cette passion qu'ils ont eue pour la langue française, une passion qu'on pourrait dire une passion bien belge pour la littérature française. Merci infiniment Michel Lenoble, et puis à très bientôt à l'Académie, en vrai, lors de séminaires, lors de concours d'orthographe. Merci beaucoup Michel Lenoble. Ça fait un plaisir, merci.